Bonjour à toutes et à tous. Je suis le docteur Benoît Risque, radiologue au sein du groupe 3R. Je vous souhaite la bienvenue dans ce quatrième webinaire du cycle de formation online que nous dédions à l'intelligence artificielle en imagerie médicale. L'intelligence artificielle va-t-elle remplacer le radiologue? Combien de fois avons-nous déjà entendu cette affirmation par le grand public ou d'autres professions médicales? Si nous avons entrevu lors des premiers webinaires comment le radiologue sera augmenté par l'intelligence artificielle, qu'en est-il du technicien en radiologie médicale, du manipulateur radio français ou du technologue belge? Son métier est-il en danger? Doit-il apprendre de nouvelles compétences pour faire face aux évolutions à court terme de son métier? Quelles sont les perspectives de changement de la pratique métier auxquelles le technicien doit faire face? La présentation de M. Michel Husneau de GE Healthcare tâchera lors des prochaines minutes d'apporter quelques réponses et éléments de réflexion sur les défis du technicien des années 2020 et au-delà. Vous aurez la possibilité d'utiliser la fonction converser présente dans Zoom pour poser directement vos questions pendant la présentation. Nous essayerons d'y répondre dans la session questions-réponses qui suivra. Après le cours, remplir le questionnaire d'évaluation de la formation sur notre site internet vous permettra de recevoir par courriel un certificat de participation octroyant un point de formation continue par la Société suisse de radiologie et l'Association suisse des techniciens en radiologie médicale. Michel Husneau est Advanced Clinical Education Specialist CT, ancien technicien en radiologie médicale, ancien technicien-chef de centre d'imagerie et expert en radioprotection. Il est titulaire d'un bachelor en sciences de la faculté de Nice Sophia Antipolis, ainsi que d'un certificat fédéral de management en unité médicale. Michel, la parole est à toi. Je remercie tous les participants et participantes de couper vos micros. Nous nous retrouverons pour la séance de questions-réponses juste après. Bonjour à tous. Merci pour cette introduction, docteur. Et encore une fois, merci au groupe 3R de m'inviter dans ce cycle de formation pour l'intelligence artificielle appliquée au monde de l'imagerie médicale. Aujourd'hui, épisode numéro 4, nous allons nous intéresser à l'application de l'intelligence artificielle dans le workflow des techniciens en radiologie. Comme vous le savez, l'intelligence artificielle est très présente, de plus en plus dans les téléphones, les voitures, votre ordinateur, mais de plus en plus dans l'imagerie médicale. Dans l'épisode précédent, nous avions abordé l'intelligence artificielle dans la reconstruction des images. Aujourd'hui, nous passons dans la partie workflow du technicien, c'est-à-dire tout ce qui va se passer avant, pendant et après l'examen. Et nous essaierons de voir si ces aides sont plutôt une menace ou un bénéfice par rapport à la position du technicien en radiologie. Alien versus Predator, vous connaissez tous. Aujourd'hui, c'est AI versus technicien en radiologie. Qui va gagner? On n'est pas sûr, mais on va essayer d'y répondre. Le technicien en radiologie, vous le savez, est capable de réaliser tous les examens dans un centre de radiologie, radio, scanner, IRM, mais il doit savoir également prendre en charge le patient, faire son anamnèse, l'aider dans les différentes tâches qu'il doit accomplir avant d'être mis en salle d'examen. Ça peut être l'accompagner aux toilettes, euh, finalement, parfois l'aider à retrouver une prescription qui est manquante et également aider le radiologue dans le choix et dans la, la partie, nous dirons, diagnostic avec les informations qui lui ont été rapportées par le patient. Aujourd'hui, la réalité du métier de technicien est celle-ci. La slide que je vous présente est assez difficile à lire. Vous avez une myriade d'étapes euh, qui se succèdent pour expliquer le cheminement du patient et de l'information entre le médecin prescripteur jusqu'à la finalisation du rapport et finalement le départ du patient du centre d'imagerie ou de l'hôpital. Vous le voyez, c'est très complexe. Et toutes ces étapes, finalement, font que le métier de technicien en radiologie devient très lourd, car vous devez gérer à la fois la partie qui se trouve avant la réalisation de l'examen, avec la prise de rendez-vous, la définition du protocole, jusqu'à l'obtention du rapport,
avec le triage dans certains centres pour tout ce qui est urgence et l'aide au diagnostic avec le radiologue. Pour aider dans ce problème complexe qui est le workflow du technicien, nous avons une solution en intelligence artificielle, Intelligent Protocolling. Intelligent Protocolling va essayer de nous faciliter le workflow de la prise du choix du protocole, pardon. Le choix du protocole aujourd'hui est celui-ci. Le centre ou l'hôpital reçoit une demande électronique ou manuscrite. L'équipe revoit cette demande et essaie d'en tirer des informations, que ce soit la secrétaire, le radiologue ou le technicien. Ensuite, grâce à ces informations, le type d'examen est choisi, que ce soit scanner, IRM, avec la zone anatomique, abdominale ou autre. Et ensuite, une fois que le technicien est devant la console avec la prescription, avec les indications du radiologue, il essaye de trouver le protocole qui va s'adapter au mieux à la recherche et aux questions posées. De plus, il arrive que ce workflow se complexifie parfois lorsque sur la prescription, il n'y a pas assez d'informations cliniques, le patient ne peut pas vous aider et cela ajoute une étape d'appel finalement ou de contact avec le médecin prescripteur pour essayer de définir quel type d'examen est adéquat et avec quelle technique d'imagerie nous allons réaliser cet examen. Donc, vous le voyez, c'est un protocole qui est, pardon, un workflow qui est très lourd, ne serait-ce que pour la définition du protocole pour imager le patient. Intelligent Protocolling essaye de justement faciliter cette étape. Intelligent Protocolling est du machine learning, le machine learning qui est un sous-ensemble de l'intelligence artificielle et qui va nous permettre de s'adapter à chaque centre. Le machine learning étant une version apprenante par rapport à la récurrence de certaines informations. C'est-à-dire que lorsque la prescription va arriver, si celle-ci est bien analysée et contient des informations cliniques ou encore biologiques du patient, la solution va apprendre et va proposer finalement certains examens ou certains protocoles d'examen par récurrence. Il y aura toujours une phase d'apprentissage, mais avec la récurrence de ces prescriptions, le soft va vous proposer directement les bons protocoles. Donc, une petite slide pour vous rappeler ce qu'est le machine learning. C'est un sous-ensemble de l'intelligence artificielle qui se trouve finalement au-dessus du deep learning, étant donné que le machine learning apprend par lui-même sans que vous ayez besoin de lui donner de base de données. Il va apprendre directement, dans notre cas, à partir du RISPAX. Voici une petite vidéo. Je vous laisse la regarder et nous discutons juste après. Plutôt pas mal. Donc, cette solution nous permet finalement, à partir de la prescription et à partir d'une certaine récurrence des informations qui ont été collectées,
de définir directement quelle zone anatomique va être scannée et quel protocole peut être suggéré. Imaginons que la prescription mentionne diverticulite. Si vous avez un protocole qui se nomme comme cela dans vos protocoles de scanner et qui est utilisé plusieurs fois par récurrence, le machine learning apprend et va vous le proposer directement. Qu'est-ce que ça implique finalement? Une certaine facilitation du workflow des techniciens et du radiologue finalement, parce qu'il n'a plus besoin de forcément regarder le bon de façon systématique et peut se baser sur cette solution pour faciliter son workflow également. Ça réduit le temps que passe ou perd le technicien en radiologie à collecter les informations. Ça réduit également le temps que passe le technicien sur le scanner parce qu'il va directement pouvoir utiliser le protocole qui est proposé. De plus, ça permet au niveau clinique d'améliorer la consistance des protocoles proposés, c'est-à-dire que pour quasiment tous les patients qui vont revenir avec la même indication, ils seront imagés avec le même protocole, ce qui permet une certaine sécurité finalement et de proposer un examen d'imagerie qui est de qualité adéquate avec la question posée. Enfin, et ça, c'est une partie qui nous intéresse très peu, mais l'aspect financier entre en compte et cela nous permet d'éviter de devoir rescanner des patients ou euh, de devoir finalement perdre de l'argent parce que l'examen proposé avait été mal indiqué. Donc, cette solution nous permet directement d'avoir une simplification du workflow des techniciens grâce à un accès du machine learning au RIS et au scanner, et ce qui permet finalement un allègement du workflow des techniciens sans leur ôter leur capacité finalement à être des professionnels de santé et simplement simplifier ou alléger la tâche qui leur est donnée. Deuxième petite solution, et là on passe juste après le choix du protocole. Comme vous le voyez sur l'image, la bonne place, moins de temps. Pourquoi je vous dis ça? C'est très simple. L'application que je vous proposais de regarder maintenant est en deep learning, donc elle a appris à partir d'une base de données fixe, c'est-à-dire que on a choisi les données qui ont permis de créer le réseau neuronal et d'avoir des résultats qui coïncident avec ce que nous voulions atteindre. Si je vous dis que euh, le centrage du patient est plus important que ce que vous pouvez en penser, pourquoi? Car 100% des patients sont sujets à un mauvais positionnement, c'est-à-dire que vous n'êtes pas tout à fait à l'isocentre quand vous placez le patient. Qu'est-ce que ça implique? Ben, ça peut impliquer finalement de ne pas être à l'isocentre, d'augmenter la dose jusqu'à 38% et environ 22% de bruit en plus dans l'image, ce qui cause une dégradation de la qualité. Pour vous donner quelques chiffres, forcément, quand vous êtes mal centré, le patient est plus bas ou plus haut par rapport à l'isocentre, la répartition de la dose est moins bonne et vous allez pouvoir augmenter sensiblement la dose délivrée tout en perdant en qualité. Comme vous pouvez le voir ici, sur 549 scouts réalisés, 22% étaient mal centrés de plus ou moins 3 cm, ce qui paraît énorme. Mais finalement, ça correspond à ce qu'on vit dans la réalité. Le patient porte souvent une blouse, il est difficile de savoir quelle est la forme réelle du patient et selon la zone à étudier, on n'est pas forcément à l'isocentre par rapport au scan que nous devons réaliser. Pour vous donner d'autres chiffres, et ceux-là sont assez importants, si nous avons un décalage de 2,5 cm par rapport à l'isocentre sur un cou ou sur un thorax, nous allons délivrer une dose qui est environ 7,4% supérieure à ce que nous aurions pu avoir avec un bon positionnement. Et si au niveau abdominal, nous avons un mauvais centrage de 6 cm ou plus, nous allons augmenter la dose de 38% avec finalement en moyenne 15% de plus avec les différents mauvais positionnements. Cela paraît énorme, mais ça se comprend fortement comme nous avons une modulation qui est basée sur les scouts, et ça, tout constructeur confondu. Le mauvais positionnement implique forcément des répercussions sur la qualité d'image et sur la dose délivrée au patient.
Un exemple assez frappant, un fantôme qui a été scanné avec les mêmes constantes, simplement l'isocentre a été le fantôme a été placé une fois à l'isocentre et une fois décalé d'environ 3 centimètres, et on voit que le CTDI affiché est presque doublé à cause de ce mauvais centrage. Pourquoi? Parce que votre patient, et dans notre cas le fantôme, selon le scout qui est réalisé, est plus ou moins près du détecteur, ce qui va causer un effet d'agrandissement ou de rétrécissement de l'image et changer finalement la modulation que le scan veut appliquer pour cette taille supposée de patient. Pour pallier à ça, je vous propose l'auto-positionnement, auto-positioning chez GE, basé sur l'intelligence artificielle et en un clic. Encore une fois, une petite vidéo. Donc là, vous pouvez voir le patient qui est placé sur le lit. Le workflow se fait directement à partir des tablettes sur la gantry. Nous allons pouvoir choisir le protocole défini par le radiologue. La caméra au plafond va scanner le patient et va, grâce à l'intelligence artificielle, pouvoir définir certains points de référence, des références anatomiques, comme vous pouvez le voir ici. Donc, la référence anatomique a été rentrée dans le protocole, ce qui fait que l'intelligence artificielle a choisi directement ce point anatomique pour commencer les scouts, et elle va trouver directement l'isocentre de la zone à étudier. Une fois cet isocentre trouvé, nous allons pouvoir entrer le patient dans la gantry directement, bien centré et bien positionné. Donc, comme vous le voyez, très rapide, cela simplifie fortement la tâche du technicien. Qu'est-ce que ça nous permet, l'auto-positioning? Finalement, c'est d'avoir une correspondance entre vos protocoles et les centrages appliqués. La détection automatique des centrages sur le patient, plus besoin d'aller palper l'axe xiphoïde ou la fourchette sternale pour centrer le patient. L'isocentre est directement trouvé. L'isocentre étant très difficile à estimer chez certains patients pour deux raisons. La morphologie du patient, mais aussi la concavité de la table de scanner. Donc, si vous avez une solution en intelligence artificielle qui vous permet d'accélérer cette procédure, cela permet finalement un gain énorme. Et après ça, le patient est directement aligné par rapport au point de centrage et à l'isocentre au bord de la gantry pour réaliser les scouts. Qu'est-ce que ça implique? Ça implique que vous allez avoir un examen simplifié avec une qualité optimale, tout en préservant finalement le, le, le travail du technicien pour placer le patient et toujours expliquer les différentes choses à expliquer une fois que le patient est sur la table. Donc, pour revoir un petit peu les étapes qui ont été proposées, c'est tout d'abord aller sélectionner le nom du patient directement sur les tablettes de la gantry, sélectionner le protocole, et là, la vidéo ne vous montre pas, mais l'intelligence protocoling est aussi intégrée dans cette tablette, c'est-à-dire que vous allez avoir directement les protocoles choisis par l'intelligence protocoling pour vous aider, ce qui vous améliore encore le workflow. Vous allez passer plus de temps à expliquer les choses au patient et à discuter avec lui plutôt que de centrer le patient, entrer et sortir dans la salle s'il y a des différences de centrage et commencer l'examen seulement après un certain temps. Là, vous êtes directement au bon endroit, le patient est prêt, vous allez améliorer le workflow de façon significative. Sur la partie de droite, sur la partie gauche de l'image, vous pouvez voir que le patient est visible sur la tablette avec directement des petits pointillés pour définir la longueur du scout à réaliser. Vous allez pouvoir directement changer cette longueur sur la tablette, ce qui vous permet un gain énorme finalement pour ne plus avoir à scanner trop en scout, je veux dire, ou trop peu
vous allez directement adapter la longueur d'acquisition à la morphologie du patient et pas simplement laisser les valeurs pré-rentrées comme on le fait d'habitude. Une fois que vous avez tout sélectionné, vous faites OK et le patient est directement centré pour l'acquisition. Donc, si on reprend un petit peu les étapes d'un positionnement manuel versus auto-positioning, vous pouvez le voir dans un positionnement manuel, énormément d'étapes. Aller prendre le patient et le guider vers la table, monter la table, faire rentrer la table, aligner le laser avec le point de centrage, valider le point de centrage, aller à la console du CT, choisir le nom du patient, entrer dans le protocole, vérifier toutes les informations pour enfin, tout au bout, arriver à commencer les scouts aux patients. Avec auto-positioning, on réduit considérablement le nombre d'étapes. On prend le patient, on va directement choisir les informations sur la gantry avec ces tablettes qui ont accès directement au RIS. Cliquez sur la position, valider, le patient est prêt pour le scout. En plus de ça, maintenant, dans nos scanners, et ça fait partie du développement de l'intelligence artificielle, je vous ai mis une petite slide récapitulative de ces outils qui aident pendant la réalisation de l'examen ou avant la réalisation de l'examen. L'intelligent protocoling, donc, pour le workflow en machine learning. En deep learning, l'auto-positioning pour trouver l'isocentre du patient et les références anatomiques pour pouvoir faciliter et accélérer la prise en charge du patient sur table. S'ajoute à ça le smart plan, qui est une autre solution qui n'est pas en deep learning, mais qui, par un algorithme, permet de reconnaître les repères anatomiques sur les scouts, ce qui vous permet directement de choisir la longueur d'acquisition de l'examen. Il va reconnaître le foie, la cage thoracique, le bassin. Ça accélère énormément le rythme de l'examen. Et en plus, on rajoute à ça l'autoprescription qui, lui, va, grâce à un algorithme qui mesure la taille du patient sur les scouts, adapter le protocole avec la modification de certains paramètres comme les KV, le pitch, le temps de rotation, les milliampères appliqués. Toutes ces aides vont permettre au technicien finalement d'être beaucoup plus focalisé sur le patient, mais ne lui enlèvent en rien sa capacité, étant donné que ces aides ne sont pas adaptées, ne peuvent pas prévoir l'état du patient, c'est-à-dire que si vous avez déjà le protocole choisi, le range d'acquisition, pardon, la longueur d'acquisition qui est prédéfinie, l'autoprescription qui va vous proposer certains KV avec un certain pitch et un certain temps de rotation, ça ne prend pas en compte le fait que le patient ne peut pas respirer, que vous allez devoir modifier manuellement vos paramètres, car le technicien va toujours rester l'expert de la machine. Simplement, dans la plupart des cas, le workflow sera simplifié et pour les cas difficiles, l'expertise du technicien parlera et modifiera les paramètres de façon manuelle. Une fois l'examen réalisé, nous avons True Fidelity, donc le deep learning appliqué aux images de CT. Pour refaire un bref récapitulatif sur le deep learning, sur True Fidelity, c'est du deep learning, c'est-à-dire que nous avons choisi la base d'entraînement de notre algorithme pour le définir. Nous avons designé un réseau neuronal spécifique, appliqué un entraînement et ensuite appliqué un soft de rétroprojection pour permettre de vérifier que les données qui sont créées dans l'image en deep learning ne sont pas fausses et ne correspondent bien à ce qui est acquis. À nouveau, pour être simple, True Fidelity fonctionne de cette façon, c'est-à-dire qu'à partir du sinogramme, le sinogramme étant la projection de tous les rayons, de tous les faisceaux que le scanner a émis pendant l'acquisition, à partir de ce sinogramme, nous allons le passer dans le réseau neuronal qui va traiter ces images et nous permettre de sortir une image en deep learning avec une amélioration de la qualité et une réduction finalement de certains problèmes que nous connaissons tous, comme le bruit, les images de type flou ou molle que nous aurions pu avoir en itératif, mais aussi nous permet d'améliorer la résolution spatiale et la justesse des numéros, des unités haute fil, pardon, dans l'image.
Pour vous montrer un petit exemple de la vie réelle, voici le sinogramme qui a été acquis. Il passe dans le reconstructeur TrueFidelity. On sort ces images qui sont de très bonne qualité en deep learning. Si on les compare aux images en rétroprojection filtrée, qui était le gold standard il y a 20 ans, la différence est flagrante. La qualité des images en deep learning est bien meilleure, avec beaucoup moins de bruit, des bords qui sont beaucoup plus visibles, plus sharp, dirons-nous. Et comparé à l'itératif de deuxième génération ou hybride que nous utilisons actuellement dans la plupart des scanners, on peut notifier une différence de texture d'image. Les images en deep learning sont beaucoup plus nettes et moins floconneuses ou floues. En sachant très bien que cet examen, pour info, a été réalisé à 80 kV, 80 kV, avec une modulation des milliampères, pour un CTDI volumique de 2,1, avec une injection de contraste de 40 cc. Donc le deep learning dans l'acquisition ou dans la reconstruction image permet de réduire à la fois la dose, mais vous permet d'exploiter tout le potentiel du CT en baissant les kV et donc en baissant la quantité de diodes que vous devez injecter au patient. Grâce au deep learning, nous pouvons protéger le patient à la fois des rayonnements ionisants qui sont délétères, nous le savons, mais aussi du produit de contraste qui lui aussi peut être très dangereux si le patient est insuffisant rénal ou a une fonction rénale en baisse. Après la réalisation de l'examen, une fois les images créées, nous avons aussi des softs qui nous permettent de trier les patients et de détecter certaines lésions. Je vous présente une solution parmi tant d'autres, Atipio. Atipio est une plateforme, une solution en deep learning qui nous permet de détecter les hémorragies intracrâniennes sur les scanners cérébraux natifs. Comment ça fonctionne? C'est une solution zéro clic, c'est-à-dire que les images vont être envoyées sur le serveur Atipio et être traitées pour ensuite envoyer finalement un résultat directement dans le PACS pour alarmer le radiologue. Comme vous pouvez le voir ici sur l'image à gauche, le rapport Atipio nous dit qu'il y a une hémorragie suspectée et nous met également les emplacements de coupe où lui a vu cette lésion. Qu'est-ce que ça permet? Ça permet finalement une prise en charge beaucoup plus rapide des patients qui sont suspectés pour une hémorragie intracrânienne, en sachant que Atipio, en plus d'envoyer ce rapport, et ça c'est selon les PACS, il va nous permettre de trier l'ordre de dictée des patients chez qui nous trouvons une hémorragie en alarmant ou en flaguant le nom du patient sur le PACS et sur le RIS. Donc, voici un rapport standard. Sur la gauche, sur la gauche, vous pouvez voir que l'analyse a été complétée, qu'il y a une hémorragie qui est suspectée. Sur cette version, pas de pile de place de coupe où la lésion a été détectée. Plusieurs variantes existent sur le marché. Comment ça fonctionne? Comme je vous l'ai dit, les images partent directement du CT vers la plateforme Atipio, qui peut être hébergée de façon locale ou à distance. Une fois que les images sont traitées par le logiciel envoie un rapport sur le PACS avec certains tags d'ICOM et selon les RIS, ces tags d'ICOM sont reconnus et vous permettent de flaguer le patient pour être dicté en urgence ou de façon préférentielle. Après avoir vu toutes ces solutions, les techniciens en radiologie pourront se poser la question, est-ce que je suis inutile maintenant? Il est vrai que ces solutions simplifient le travail du technicien. On pourrait même se dire que peuvent le remplacer, mais comme expliqué sur la partie autoprescription et intelligent protocoling, le technicien a toujours sa place, étant donné que c'est lui l'expert de la machine. Toutes les solutions en deep learning, que ce soit du machine learning, en deep learning et en machine learning, ne permettent pas de prendre en compte l'état actuel du patient.
Si le patient ne peut pas tenir son apnée, si le patient ne peut pas recevoir une dose de contraste importante, c'est le rôle du technicien en radiologie de prendre ces informations-là et d'adapter l'acquisition au scanner ou le protocole avec le radiologue. Donc, même si ces aides apparaissent effrayantes pour le technicien en radiologie, elles sont en fait simplement ici pour simplifier le workflow dans les examens standards. De plus, toutes ces solutions ne sont pas à but de remplacement. Même si auto-positioning vous fait croire que vous n'avez plus aucun pouvoir sur le placement du patient, c'est totalement faux. N'oubliez pas que lorsque vous imagez une colonne lombaire, nous ne sommes pas du tout à l'isocentre de l'abdomen. Vous allez volontairement décaler l'isocentre pour que l'isocentre se retrouve au niveau de la zone à étudier, y compris dans des examens cardiaques. Nous ne sommes pas à l'isocentre du thorax, mais plutôt centré sur le cœur. Donc, il y a un léger décalage qui se crée et c'est au technicien en radiologie de compenser la solution par intelligence artificielle parce que lui va pouvoir s'adapter à l'examen réel. De plus, nous allons pouvoir nous poser la question, est-ce que finalement ces aides ne sont pas à prendre comme un avantage et pourquoi pas essayer de garder le meilleur des deux, c'est-à-dire de fusionner à la fois le technicien et l'IA pour créer quelque chose finalement de plus puissant, qui va essayer de changer ou qui va changer l'aspect du métier de technicien en radiologie. Si les solutions en intelligence artificielle deviennent de plus en plus précises, que les radiologues font confiance à ces solutions, est-ce que le technicien ne va pas lui devenir un soignant différent, un expert dans le traitement des données et dans l'intelligence artificielle qui pourra, chez certains patients, donner finalement le résultat. Imaginons certaines solutions comme Glimmer qui donne qui essaie de montrer les fractures sur les radiographies standards. Si la fracture est confirmée par Glimmer et que le métier évolue dans ce sens, peut-être que le technicien pourra directement dire au patient, vous avez une fracture, le rapport va être envoyé, vous pouvez repartir, voici vos images. Donc, à la place de le voir comme un frein ou une menace pour le métier technicien, je pense qu'il faut le voir comme un bénéfice et qui va permettre de faire évoluer le métier de technicien pour le rendre plus important, plus proéminent dans la gestion du patient, mais aussi des informations qui sont données au patient, tout en conservant son rôle d'expert, comme nous l'avons vu pour le scanner. Cela sera vrai pour la radiographie. Nous, les techniciens, doivent être flexibles et s'adapter aux patients en conditions réelles. Même si certains constructeurs proposent actuellement des arbres décisionnels pour changer les paramètres d'acquisition du scanner, même si cela aide fortement le technicien, ce n'est pas de l'IA, c'est finalement les mêmes questions qui sont posées aux techniciens qui sont appliquées de façon automatique plutôt que le technicien aille changer lui directement les paramètres. Et si dans ce genre de cas, nous arrivons à fusionner avec l'IA, moi je pense que ça nous donnera quelque chose un peu comme ça. Finalement, l'IA viendra équiper le technicien et le rendre encore meilleur par rapport au métier qu'il fait actuellement. Et si on essaie de se projeter d'ici quelques années pour voir quelle serait vraiment la nouvelle place du technicien, je vous propose de regarder cette vidéo que J a mis en ligne il y a déjà plus de 2 ans et qui donne à l'horizon 2030 une vision différente du métier de technicien, mais aussi de la santé en général. Elle est très intéressante et je vous conseille de bien la regarder. The world changes. Some things never change. Difficult moments can make time stand still. But love can make a lifetime pass in the blink of an eye. You said I'd understand that someday. And then I blinked. And you were gone.
Alarm off. Good morning, Sophie. How did you sleep? You tell me, Oz. 447 minutes of confirmed sleep. 34.2% REM. Slept like a baby. Increase floor temperature. Increasing floor temperature. And start me a slow drip, will you? I'm going to take a shower. Of course, Sophie. Oh, guess what? It's a girl. I have scheduled for you an appointment at the microclinic. Your full medical history and self-exam results from this morning have been confirmed and received. And your primary care doctor, Ms. Childress, has been notified of your appointment. Sophie, we've been expecting you. I'm Lily, your technologist. Let me show you to your personal pod. Mom, where do I begin? Our pods will help put you at ease. They're equipped with sensories. I remember you telling me how you would sing to me before I was born. It's going to be okay. Before we do any further testing, we're going to go over the results of your self-exam. But first, let's give you the sensory atmosphere you requested, shall we? And you were convinced it was why I have such great taste in music. Step up to the scanner. Relax your body. Remain still. And 3, 2, 1. Good. Lift your arm above your head. Remain still. And 3, 2. Good. How the mere thought of me was all it took for love to grow stronger than anything you'd ever known. The invisible things that consume us. Love. The fear you had dealing with this. And how different it is for me today. You look great. All right, now you're just going to lay down for me. Facing the very same thing that took you from me. You told me once we can look so deeply into ourselves that we miss what's most important. So I'm afraid the MRI does show a suspicious lesion in the left breast. Based on appearances and outputs from the artificial intelligence application, probability of malignancy is high. That's the not so good news. The good news is that we caught it early, and when we look at I've been thinking about that lately. predict an excellent outcome for you. But I see something now that was harder for you to see back Talk then. about next steps. Hope. Hope in the world that surrounds me, in the people here to guide me through. You told me it was something I'd find when I needed it most. And I have. Sophie, you've got a really good team here. As I told you before, I think things are looking really good. Hi, Mom. How's the nurse? What I hoped for. Look at her. I just wish you could be here today to see it. And to meet your great-granddaughter. She has your smile. Everything is set for tomorrow's party, Sophie. GE believes in the power of emerging technologies to advance precision health and transform patient care. The outlook for healthcare has never been brighter. Voilà pour cette vidéo. J'espère qu'elle a été pour vous très intéressante. Nous allons maintenant passer aux questions-réponses. Et par rapport à la présentation que je viens de vous faire, même si je pense avoir oublié énormément d'applications
en termes d'intelligence artificielle, car le marché est rempli de ce genre de solutions. J'ai essayé de me focaliser vraiment sur celles qui ont un impact fort sur le workflow et probablement sur la définition que nous avons aujourd'hui du technicien en radiologie. Merci à tous et très impatient d'entendre vos questions. Merci Michel pour cette présentation très instructrice. On a 2 questions dans le chat. On va voir ce que tu pourras nous proposer comme réponse. La première vient de Pierre-Bénédicte concernant l'auto-positioning du patient avec la caméra. Comment la caméra s'affranchit-elle un petit peu de la blouse qui masque un peu l'anatomie du patient? Est-ce que tu peux nous en dire plus? Alors, actuellement, on souffre de la blouse sur le patient en sachant très bien que selon le type de blouse, si c'est du papier ou du tissu, on aura plus ou moins de décalage. Et c'est là où le technicien continue à intervenir. Nous avons exactement le même problème dans les services d'urgence où, lors de la réalisation d'un examen type polytrauma, on va avoir des scopes sur la table, le patient qui va être souvent dans une coque, qui va avoir énormément de matériel sur lui. Et finalement, s'affranchir de ce genre de problème est très difficile, même avec de l'intelligence artificielle. Et l'expertise du technicien intervient à ce niveau-là, dans ces cas qu'on va qualifier de difficiles ou de problématiques. Ok. On a une question de Frédéric Léner. En cas de même patient, l'analyse en machine learning, deep learning, prend-elle des données flaguées du patient dans le RNA pour déterminer le résultat? Dans le RNA, pour déterminer le résultat, difficile à être sûr de la signification pour flaguer le résultat. En tout cas, le but est vraiment d'essayer d'éviter de rescanner les patients, ce qui arrive assez fréquemment dans les hôpitaux. La solution intelligente protocoling, dans le futur, devrait être possible, devrait avoir la capacité, pardon, de retrouver un examen qui a été fait dans les 48 heures précédentes et de flaguer ce patient au niveau du RIS. Après, ça dépend énormément des RIS packs qui seront disponibles sur le marché, mais le but est vraiment de simplifier le workflow et d'éviter ce genre de problème que l'on rencontre où le patient a 2 fois un examen parce que les résultats ont été envoyés de façon différée à différents médecins et l'examen redemandé. Alors, je ne suis pas sûr de répondre complètement à la question, mais si besoin, on peut apporter des précisions. Effectivement, des fois, il y a 2 dossiers patients et puis on peut ne pas avoir accès à un comparatif. Si on peut permettre de diminuer certaines difficultés que peut avoir le radiologue dans son interprétation avec ça, on prend volontiers. Alors, je ne vois pas d'autres questions dans le chat. J'en ai quelques-unes. Si vous en avez, n'hésitez pas à l'envoyer dans le chat ou même vous pouvez activer votre micro et puis la poser directement en direct. Donc, une des questions de base, hein, quand on voit cette présentation, c'est finalement le TRM va-t-il avoir à modifier vraiment sa pratique? Est-ce que tu penses que dans l'éducation des techniciens en radiologie, dans leurs années de formation, il va y avoir des sortes de modules créés pour se familiariser, se former à l'intelligence artificielle? On parle de ça pour les radiologues. On sait que il y a déjà des choses qui sont en place, mais ça devrait aussi, quand on écoute ton topo, probablement arriver pour les TRM. Clairement, je pense que les radiologues et les techniciens en radiologie vont être impactés de la même façon. L'IA va prendre une part de plus en plus importante. Donc, cela devrait normalement se retrouver dans les années de formation, au moins dans l'esprit critique des solutions d'IA et dans la compréhension totale de ce qu'est une solution en intelligence artificielle. Et là, je pense notamment à ce qui est solution en IA en black box ou en clear box pour bien comprendre les tenants et les aboutissants d'une solution en deep learning ou en machine learning. Après, est-ce que cela va être mis en place dans une temporalité assez courte? Difficile à dire, étant donné que cela doit être validé par les différents cantons en Suisse ou les différentes réglementations dans les pays voisins. Donc là, ça reste un peu difficile à imaginer une solution à court terme. Ok. Donc, on a bien compris que pour se préserver de l'automatisation, le technicien doit développer un peu des compétences diversifiées, centrées sur le patient, parce que finalement,
l'empathie humaine, tout ça va persister devant les patients stressés, même s'il y a les robots, des choses comme ça qui arriveront peut-être dans un avenir. Le technicien aura quand même encore toute sa place pour ceci. Est-ce que tu penses que du coup, ils doivent se former en hypnose, dans d'autres sous-spécialités plus centrées sur l'humain, ou est-ce que ce sont des choses qui vont se faire naturellement avec l'évolution du métier? Je pense que les deux vont être possibles. C'est vrai que toutes ces solutions qui sont apparentées aux soignants purs et durs, souvent on fait la distinction entre les soignants et les techniciens en radiologie qui sont des médico-techniques. C'est vrai que je pense que cela va se faire naturellement et que cela va s'intégrer justement dans la réforme du métier par l'arrivée des technologies en deep learning. Et comme on a pu le voir dans la vidéo, je pense que la place du technicien, une position de soignant, tout en gardant l'expertise technique qui le qualifie, mais qui va essayer de s'occuper du patient dans un format plus global que simplement, comme on le connaît aujourd'hui, la prise en charge pour l'examen et l'attente du résultat quand on l'amène vers le radiologue ou le replacer en salle d'attente. C'est vrai qu'on va s'occuper du patient au sens large. Ok, alors on voit bien que le technicien ne doit pas avoir peur de ces technologies qui sont souvent dans l'intérêt, dans le bénéfice du patient. On a parlé de radioprotection par rapport à la longueur d'acquisition, des choses comme ça. On peut aussi imaginer qu'il y a de plus en plus d'examens d'imagerie et qu'on parle du burn-out des radiologues, mais le burn-out des TRM, on en parle moins que ça, mais ça existe probablement aussi avec des effectifs qui sont limités et puis des charges de patients toujours optimisées. Donc on ose espérer que ça aide aussi la profession des techniciens par rapport à sa qualité de vie. Donc, on a vu effectivement que ce système un peu automatique vont être forts dans les choses fréquentes. Par contre, effectivement, dans tout ce qui est machine learning, etc., il y a tout ce qui est plus rare, c'est situations auxquelles les algorithmes n'ont pas eu à faire, et c'est là qu'on a besoin de garder des techniciens avec toutes leurs compétences pour justement pouvoir prendre ces cas rares et difficiles qui peuvent des fois influer directement et rapidement sur la prise en charge du patient, de garder un peu toutes ces compétences. Est-ce qu'on peut imaginer que le technicien en radiologie, avec tous ces appareils un peu automatisés, finalement, travaille de chez lui, ça soit comme un téléradiologue, mais un télétechnicien qui, disons, il est sous contrat avec plusieurs centres d'imagerie et il gère un peu sa journée. Le matin, je travaille en Suisse, l'après-midi, je travaille en Belgique, le soir, je travaille en Suisse, par exemple. Est-ce que c'est quelque chose qui pourrait être imaginé, d'avoir peut-être, je ne sais pas, un technicien qui fasse un peu les choses techniques dans le centre, et puis un autre technicien qui l'accompagne, peut-être un technicien d'accueil qui fasse un peu s'il y a des lavements, des choses comme ça, qui informe le patient, puis un autre technicien qui s'occupe de tout ce qui est protocoling, etc., et qui puisse faire ça de manière remote, un peu à distance. Est-ce que c'est quelque chose que tu penses pourrait arriver par le futur? Alors, ça existe déjà en fait. Siemens propose une solution comme celle-ci en IRM. Ils ont, j'ai pas le nom exact en tête, je crois que c'est le Siemens Cockpit, où un technicien peut gérer à distance plusieurs machines. Donc, ça reste possible et finalement, c'est très en vogue dans les centres où il n'y a pas d'expert en IRM, où le technicien n'a pas la maturité sur l'utilisation de la machine. Et un expert prend la main à distance et contrôle 5, 6, 7, 8 IRM en même temps. Ok. Est-ce qu'on peut, dans un autre scénario, imaginer un peu la fusion des jobs de radiologue et de technicien en radiologie médicale en disant qu'une partie de tout le métier TRM va être automatisée, une partie du métier radiologue va être automatisée, et finalement, on aura à la place un métier unique qui serait un expert du traitement des données. Est-ce que c'est quelque chose qui pourrait s'envisager, ou est-ce que la différence entre les deux métiers est vraiment trop importante par rapport aux études de médecine, aux études de technicien? En tout cas, on sait qu'il faut s'imaginer pouvoir évoluer et puis accueillir quand même ça de manière positive et de continuer à apprendre des choses, parce que nos métiers, que ce soit radiologue ou technicien, vont changer, sont en train de changer. Hein. Difficile de répondre à cette question, mais je pense que effectivement le gap entre les formations est important. Comme on a pu le voir dans les différentes vidéos, l'IA va essayer de simplifier le métier dans les cas simples, mais dans les cas compliqués, l'humain restera toujours aux commandes. Pour le radiologue, c'est vrai que
votre diagnostic va être aidé, mais finalement, c'est toujours la question avec l'IA, c'est est-ce que le diagnostic de l'IA va prévaloir sur le vôtre, sur celui des radiologues? Ou n'est-ce pas simplement une deuxième paire d'yeux pour regarder le même examen et vous conforter ou vous poser la question, est-ce que c'est le bon diagnostic? La question est là et finalement, dans un court terme, on va dire dans les 10 prochaines années, probablement pas de fusion des postes. Après, à voir selon l'évolution justement des formations avec l'arrivée de l'IA, peut-être pour les techniciens, la formation initiale durant 3 ans, peut-être qu'elle va être allongée d'1 an ou 2 et permettre finalement un job, une position assez commune avec peut-être 6-7 ans et une formation par l'école de médecine obligatoire. Qui sait? Bon, en tout cas, on encourage tous les techniciens à vraiment s'intéresser à comment on évalue un peu ces nouvelles technologies, hein, que ce soit celles qui sont spécialement dédiées à leur métier, mais qui vont aider aussi le patient et puis le radiologue, et puis de s'impliquer s'il y a des tests dans l'acquisition ou dans le suivi de l'implémentation de ces outils dans leur centre. Ça ne peut être que bénéfique pour eux, pour les évolutions métiers par la suite. On parle d'étudier l'impact de l'IA sur la radiologie, etc. Je pense qu'il faudrait aussi probablement faire des études sur l'impact de l'IA sur le métier des TRM. Et puis là, toutes les associations de techniciens ou les techniciens eux-mêmes peuvent aussi prendre le lead avec leurs radiologues, avec les compagnies qui installent des logiciels pour voir un petit peu qu'est-ce qu'on pourrait évaluer pour vraiment prouver un bénéfice pour le patient ou pour le TRM de toutes ces nouvelles technologies. Peut-être une dernière question. Qu'en est-il un peu du coût de ces technologies là dont tu nous as parlé? Est-ce que finalement l'espérance de vie des équipements lourds va être de plus en plus raccourcie, vont devenir obsolètes assez rapidement? Ou est-ce qu'on sera obligé de changer complètement l'IRM tous les 3-4 ans s'il y a vraiment une révolution? Quel est un peu ton avis là-dessus? Alors, je pense qu'il y a différentes stratégies selon les constructeurs. Actuellement, GE planche plutôt sur une plateforme évolutive. Quand on regarde tout ce qui est Révolution CT, ça reste un CT qui est upgradable, qui peut s'adapter à la pratique courante, qui évolue avec les technologies. Là, on a le dernier upgrade possible, c'est le Révolution Apex, avec un tube qui est beaucoup plus puissant, permettant de faire des images à 70 ou à 80 kV, et intégrant directement le True Fidelity pour les acquisitions en spectral. C'est vraiment en fonction des sociétés. GE mise plutôt sur l'évolutivité des machines, en plus du complément Smart Sub, qui est une sorte d'abonnement permettant de souscrire finalement à l'actualisation de tous les softs et des nouveautés qui arriveront directement sur le CT sans avoir besoin au coup par coup, racheter une solution qui pourrait coûter très cher. Donc, on est vraiment sur quelque chose d'évolutif. D'autres sociétés, elles sont toujours sur un modèle, on va dire, standard, où au bout de 5 à 7 ans, finalement, votre CT est complètement dépassé au niveau technologique et un changement complet s'impose. Idem pour l'IRM, j'ai envie de dire. L'IRM peut-être souffre moins de ce genre de problème car l'aimant reste le même, la base reste la même et c'est surtout l'électronique autour qui va changer. Mais on peut voir des gaps importants en termes de technologie et c'est pour ça qu'en France, actuellement, les équipements lourds sont changés tous les 7 ans pour essayer de combler ce gap entre les technologies qui pourrait exister si quelqu'un va dans un institut qui a une IRM d'il y a 10 ans et quelqu'un va dans un institut avec une IRM, on va dire, assez récente. La qualité image et probablement l'information dans l'image est très différente. Ok. J'ai une question de Jean-Daniel Fardel. On connaît le biais d'automatisation, là, le biais d'automation, qui dit que le radiologue va finalement peut-être faire trop confiance à l'algorithme et perdre de ses compétences. Est-ce que de la même manière pour le TRM, n'y a-t-il pas un risque de perte de compétences et d'expertise technique face à l'automatisation d'une partie des tâches du technicien? Le risque existe, bien sûr, il y aura toujours des dérives sur toutes les nouveautés qu'on peut implémenter. À mon sens, l'expertise technique doit être maintenue, comme on l'a évoqué précédemment. Si un patient souffre d'une pathologie particulière ou ne peut pas tenir une apnée plus de 2 secondes, le technicien doit être capable de modifier les paramètres d'acquisition pour s'adapter à la pathologie. Donc, l'expertise doit être maintenue. Peut-être que dans la pratique courante, le technicien aura moins la main sur les examens
standard, mais il devra garder une expertise, y compris en radiographie. Actuellement, les radiographies, aucun soft d'IA ne peut placer le patient, incliner le tube et finalement avoir l'expertise du technicien à la fois au niveau du positionnement, mais aussi au niveau de l'adaptation au patient, à sa morphologie. Souvent, cela vient de la palpation du technicien lors du positionnement qui va se dire, ah, pour ce patient, je vais m'incliner un peu plus, j'ai l'impression que, par exemple, son épaule est un peu plus tombante, donc je dois l'incliner un peu plus. Cette expertise-là restera, à mon sens, sauf si, et ça, je ne pense pas pour tout de suite, disparition des radiographies standards dans quelques années. Voilà, alors effectivement, on encourage les techniciens à maintenir toutes leurs compétences. Après, ben, peut-être comme pour les radiologues, hein, on peut imaginer que l'IA les aide aussi dans des tâches qu'ils n'ont pas forcément envie de faire, qui sont un peu répétitives et qui n'apportent pas de grosses, enfin où il n'y a pas de gros travail intellectuel à faire, comme par exemple vérifier les cotations, des choses qui sont assez techniques. Ça serait assez séduisant pour aider le technicien dans ces tâches répétitives. Alors, je crois, alors, est-ce qu'il y a une dernière question? Non. Voilà, mais écoutez, je crois qu'on a tenu en 1 heure. Merci à toutes et à tous pour votre attention. Merci Michel pour cette discussion très intéressante. On voit que le métier de technicien n'est pas figé dans le marbre, hein, comme celui des radiologues, surtout dans cette période actuelle. Et puis, on se retrouvera pour ce cycle de formation le 29 septembre prochain. On aura un data scientist, Roberto Ardon, qui va essayer de démystifier un petit peu les mystères de la black box, de cette boîte noire, sur comment l'algorithme prend sa décision, ce qui est quand même important dans le métier de la santé des patients. Quand un chirurgien vous opère, il sait pourquoi il vous opère. On a aussi envie que ces logiciels d'intelligence artificielle qui peuplent de plus en plus notre activité et puis le système de la santé en général puissent prendre des décisions de manière cohérente. Et après, on ne comprend pas tout. Hein. Quand vous montez dans un avion, on ne sait pas comment fonctionne l'avion de A à Z, mais on lui fait quand même confiance. On verra quelques éléments de réponse fin septembre. Alors, une belle après-midi à toutes et à tous, et on espère que ce cours vous aura intéressé. Merci. Merci, docteur. Merci à tous. Au revoir.